Bonjour et content de vous retrouver. On attaque donc une deuxième série, je pense qu'elle sera aussi d'une dizaine d'exercices, toujours avec le même principe. Je fais des propositions très brèves, très partielles, des petits timbres-poste. Simplement, ces petits timbres-poste, on peut les faire en 20 minutes, ça suffit. Évidemment, si vous voulez prendre plus de temps, allez plus à fond. Plus vous irez loin, plus l'expérience de tous ira loin. Ce que je cherche, c'est que toutes ces mini-parcelles, on les radicalise dans la phrase, on les radicalise dans la relation réelle, on la radicalise dans votre propre expression de vous-même, ce que vous mettez de vous, de perception du monde, de toucher du monde, de musique et d'obsession par l'oreille, du chant du monde, et ces petites fibres intérieures, ce petit tremblement intérieur qui donne le décalage de tout. Eh bien, chaque fois, même si vous les écrivez sur 5 lignes, ça n'empêche pas que d'autres arrivent là avec des textes beaucoup plus longs et structurés, on les accumule, on les assemble, et petit à petit, c'est cette grande pâte qui va former l'expérience narrative. Et puis, cette grande folie de multiplicité d'expériences narratives, y compris la mienne, parce que ce que je fais ici, en parlant d'un livre qui n'existe pas, mais d'un livre qui se révèle par toute cette multiplicité de possibles, eh bien, c'est ma manière de fabriquer un livre avec la voix, juste là, dans la continuité de mes exercices. Et donc, on est le 11. Alors, je vais commencer par une mise en garde, avertissement solennel, qu'on ne me parle pas jamais de non-lieu. Si cette question vous travaille, le livre de référence là-dessus, c'est Michel Lussault, Hyperlieu. Il y a des passages fabuleux sur l'histoire de la conception architecturale des premiers supermarchés, par exemple le rôle de l'air conditionné. Des choses importantes aussi sur l'architecture modulaire, l'architecture générique depuis le Giant Space de Rem Koolhaas. Mais il y a un passage formidable de Michel au moment où il commence son chapitre sur les aéroports. Il revient sur cette notion qui s'est d'abord élaborée dans les années 60 aux USA de placelessness, de lieu qui n'a pas de sens. Vous savez qu'un sociologue, Marc Auger, en a fait une espèce d'expression devenue un petit peu tarte à la crème, non-lieu, mais en fait, cette chose-là venait d'une longue histoire américaine, mais déjà mise en cause quand ce Marc Auger l'a reprise, et Lussault, il y va carrément. Il dit, un non-lieu n'est finalement qu'un lieu mal observé et mal compris, sans nier pour autant qu'il existe des lieux plus ou moins amènes, plus ou moins habitables, plus ou moins hospitaliers, etc., etc. Et ça, je voudrais qu'on parte comme principe. Qui utilisera l'expression de non-lieu sera purement et simplement radié de l'atelier. Passons au-delà. Pourquoi ce truc-là? Parce que le grand changement narratif auquel on a à faire face, c'est en quoi cette notion de ville est d'abord une notion de socialité, ce qui pourrait définir le lieu, et c'est là où le bouquin de Lussault est intéressant, c'est que c'est le moment, la temporalité même, le moment où on se réunit, où on fait quelque chose ensemble, qu'on établit cette relation, y compris dans l'univers virtuel, y compris quelque chose comme le groupe Facebook de l'atelier, comme lieu. Cette notion-là, dans une temporalité, dans une spatialité qui n'existe que par la constitution provisoire, éphémère d'une relation, c'est ce qui définit pour nous le lieu et par là nos usages de la ville. Alors, est-ce que c'est neuf en littérature? Non, parce que vous avez déjà ça dans un texte précurseur qui est L'homme des foules d'Edgar Poe. Vous savez, ce type qui ne supporte pas d'être seul, mais se déplace 24 heures sur 24, là où, dans Londres, à tel moment de la journée, il y a possibilité de se fondre anonymement à d'autres en activité. Alors peut-être maintenant, il faut y aller sur cette consigne. Tout ce premier cycle, on avait placé un narrateur, narratrice, un il, un on, troisième personne, quelque chose très peu défini, absolument pas plus défini,
dans une situation de retour, donc avec quelque chose de déjà connu. Et puis, sur ce moment de retour, on le découplait, comme dans le paradoxe de Zénon. On n'arrivait jamais à revenir exactement, puisque à chaque fois on voyait latéralement, derrière, on multipliait, puis les noms propres, etc., etc., etc. Ce qu'on solidifiait, c'était un mouvement infini d'approcher d'un point précis. Eh bien, dans ce deuxième cycle, on casse ça. Maintenant, on va prendre quelque chose de flottant. On va appuyer ce point flottant sur des endroits différents de la ville. Peut-être ceux ou celles qui aiment le Manhattan Transfer de John Dos Passos en 1924, avec ces scènes, ces attroupements. Il suffit d'un escalier, d'un hall d'hôtel, d'une bribe de gare, d'un carrefour. Ces points flottants de socialité, c'est ce qu'on va développer pour fabriquer cette ville toujours pareil. Pourquoi on ne passe pas par une espèce de dénomination, un enveloppement, une globalité exhaustive? Il n'y a plus d'exhaustivité possible de la ville. Mais il n'y en a déjà plus dans Balzac. Prenez la cousine bête et puis la façon dont elle habite dans ce quartier en démolition autour du Vieux Louvre. On ne peut approcher cette complexité qu'à condition de multiplier ces points flottants qui ne peuvent pas se rejoindre en exhaustivité. Ça peut être un déplacement, ça peut être comme ça. Tout ça, on va explorer petit à petit. Par contre, toute cette sédimentation de petits points partiels, elle nous fabrique l'idée, le sentiment, l'illusion narrative de la ville, qui peut être tout aussi bien réelle, certains d'entre vous nomment lieux très précis, que fictive, et puis justement on approche très vite d'un endroit où même si la ville est parfaitement réelle et nommée, on est dans un imaginaire qui fait du réel qui nous entoure, même nommé, le lieu de notre fiction, ce qu'on projette de nous-mêmes dans notre relation au lieu. Alors ce que je voulais vous proposer pour commencer ce cycle, ce serait simple. Je pense par exemple au Québec, ces boutiques qui s'appellent le Dépanneur. C'est minuscule, c'est pas plus grand que ma petite piole. Mais à l'intérieur, vous pouvez trouver de tout, de la bouffe, des piles, des journaux, des crayons, des stylos, je sais pas. En tout cas, il y a des amas, des trucs comme ici, les bouquins. Et il n'y a rien de plus familier à tous les Québécois que ces dépanneurs, n'importe où qu'ils aillent, dans l'intérieur d'une grande ville, dans la moindre petite ville, au bout d'une grande route nationale, là où on s'arrête, que s'il y a un dépanneur, cette familiarité va se reconstruire exactement là où on est. Alors ces lieux, en France, nous, on a nos petites supérettes. Maintenant, ça peut changer, c'est devenu des carrefours express ou des machins comme ça, ou des bouts de monop au lieu de nos anciens Félix Potin, mais ces lieux, qu'est-ce qui les définit? Ce sont des lieux sociaux, ce sont des lieux évidemment d'obédience privée, ce sont des lieux économiques, des lieux de commerce, mais de commerce liés aux trucs de première nécessité. Ça ne veut pas dire que ça n'obéit pas à des tas de symboles, à des tas de modes, etc. Mais l'entrée n'est pas réservée à ceux qui en ont l'usage, comme votre propre appartement. On est dans des lieux publics, mais c'est aussi, tiens, il y a 10 ans, ça aurait pu être la poste. On avait tout le temps à faire à la poste. Maintenant, ils ont mis des automates, c'est plus du tout pareil, puis de toute façon, on n'a même plus l'occasion d'y aller. Mais je pense que ça pourrait être un très bon exemple. Ça peut être, non pas une grande gare, parce que ça nous emmènerait trop loin, mais quand vous descendez un escalier n'importe où, Paris ou Lyon ou Marseille, et que vous retombez juste là, avant les portillons du métro, là où il y a cet espace avec marchand de journaux, avec un truc de tickets, etc. Bon, on est dans des espèces de micro-bulles, des bulles ouvertes sur la ville, des lieux de circulation, mais des lieux de transit. Alors, évidemment, les exemples sont multiples. Je voudrais que ce soit un intérieur, mais un intérieur qui présente cette qualité particulière d'être en même temps à usage commun, à usage public. Il y a 2 ans, j'ai eu une étudiante à Cergy qui avait entrepris quelque chose de bizarre. Elle entrait dans son quartier, par exemple dans les boutiques, sur le principe, elle n'avait rien à faire ici, de pompes funèbres ou d'assurance ou d'immobilier. Et elle entrait et disait à la dame ou au monsieur, bonjour, je n'ai rien à faire avec votre commerce, mais comme j'habite à côté, est-ce que je peux le photographier ?
et ça générait des choses. Elle a fait ça aussi avec les salles d'attente de médecins. Elle venait, elle attendait, et quand elle était reçue, elle disait au gars « Non, je n'ai pas besoin de consultation médicale, mais est-ce que vous m'autorisez à reproduire dans mon travail les reproductions plus ou moins artistiques, les petites lithos, la repro de Van Gogh, la carte postale ou les tropiques, qui décorent votre salle d'attente ?» Le plus marrant d'ailleurs, c'est qu'une fois sur deux, le toubib se faisait quand même payer la consultation. Vous voyez un petit peu l'esprit, c'est-à-dire qu'on prenne des lieux comme ça, qui sont nos lieux de transit du quotidien, qui sont des lieux où on échange ou pas, où on échange 3 vannes ou pas, où est-ce qu'on y est reconnu ou pas, la boulangerie où on passe le matin. Pas forcément la détermination sociale suffisamment forte. Un bistrot avec les écrans qui en ce moment déballent leur foot obligatoire. On est déjà presque trop. Si vous avez envie de prendre le bistrot, récemment j'étais invité par Arnaud de la Côte autour du lac de Grandlieu. C'est une expérience qui est en cours, j'ai des vidéos, des textes. J'aimais bien le matin quitter le petit gîte où j'étais, qui était très isolé, et puis entrer dans ces bistrots PMU, et puis s'ébaucher des tas de conversations. J'ai découvert des tas de trucs dans ces 3-4 bistrots que j'ai appris à fréquenter. Mais vous voyez, on est déjà presque trop. On part là-dessus. Et je voudrais que si on est désormais 120 dans cet atelier, ça va grossir encore, ça me fait pas peur. C'est vraiment une expérience folle, mais c'est une expérience qui est partie comme ça, et maintenant j'ai envie de l'assumer, on le fera, et on se donnera les moyens pour que l'intendance suive. On aurait 120 halls de poste, ou de stations de métro, ou de salles d'attente de toubib, ou de bistrot ou boulangerie du coin, ou d'arrêt de bus, pourquoi pas. Un arrêt de bus suffit, on est dans ce truc comme ça d'intérieur-extérieur. Ce serait normalisé, ça ressemblerait à un atelier d'écriture. Donc ce qui m'intéresse, c'est de savoir si on part sur cette idée-là. Donc surtout pas le non-lieu, mais ce que Michel Lussault définit comme lieux qui se définissent uniquement par le moment où on y établit ensemble une relation. Ces espaces qui sont ouverts au public pour telle fonction. L'entrée d'une mairie, ça marche aussi. Vous pouvez même aller y voir. C'est des exercices, mais ça peut-être qu'on le fera aussi plus tard. Travailler sur le motif, comme disait Cézanne, notre immense peintre. 13 minutes, je suis hors du temps. Je résume. On est sur ces lieux qui définissent pour nous les nœuds de la ville, ces endroits où on a constamment à faire, ces intérieurs que tout le monde traverse et qui fabriquent la circulation, qui sont nécessaires à la fluidité, à l'économie, à la subsistance. Les petites supérettes, c'est bien le point de départ, avec le souvenir de ces dépanneurs au Québec, mais il y a ça dans tous les pays un petit peu. On entre avec le texte dans cette bulle d'intérieur et on la refabrique. Et pas besoin de déborder, l'exercice est petit parce que dès demain, on en fait un autre.